Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Je suis dans le sud de la France du côté de Cassis pour essayer la nouveauté de chez Volkswagen, l'ID7. Alors l'ID7 c'est le 6e véhicule de la gamme ID, donc la gamme 100% électrique de chez Volkswagen. Et cette fois-ci, ils sont partis sur une berline routière avec pas mal d'autonomie, vous allez le voir plus tard. On va se concentrer déjà sur la face avant, sur laquelle on reconnaît tout de suite l'identité des ID. Avec ces feux IQ Light, donc on a une signature lumineuse avec un grand bandeau lumineux sur toute la face avant, les logos blancs. Et ici on l'a en plusieurs parties, c'est illuminé, chaque petit triangle est illuminé, c'est assez joli de nuit. On a aussi ici des tunnels d'air pour favoriser l'aéro, et on a quand même un aéro très bien développé étant donné qu'on a un CX de 0,23, ce qui est relativement faible, et c'est également dû à ce pare-brise. Il est vraiment très plat, à l'image limite d'une supercar, on dirait presque un peu une Lamborghini, dans le sens où c'est vraiment très plat. On a un capot assez sculpté également, on a toutes les parties en noir laqué et ça j'aime bien, c'est pas du plastique brut, ça fait beaucoup plus premium et c'est ce que veut être cette ID7 dans la gamme ID. Sur le profil, on a des jantes allant de 19 à 20 pouces. Ici on est sur la plus haute gamme, il y a deux finitions. On a la finition Style et la finition Style exclusive dont on dispose aujourd'hui pour l'essai. Donc des jantes assez pleines pour favoriser le flux aérodynamique. On reste quand même chez Volkswagen, donc on a cette ligne de caisse avec ce petit pli là qui longe tout le véhicule avec cette forme de vague sur le profil. Le véhicule est quand même assez long, on est sur 4,96 m de long, donc c'est quand même un long véhicule, 1,86 m de large et 1,54 m de haut pour un poids total de 2172 kg. On a donc les rétroviseurs en noir laqué et le toit en noir laqué, donc ça fait une espèce de biton. On a quand même ici le rappel couleur carrosserie, c'est plutôt sympa, c'est assez original, c'est en gris. Non, c'est même pas la couleur carrosserie, c'est un petit peu plus foncé à voir sur les autres modèles. On a un toit panoramique qui s'opacifie à l'image un petit peu de ce qui se fait sur la Taycan. Ici on a des poignées affleurantes, donc on ne les tire pas, il y a juste un petit bouton derrière. Comme vous pouvez l'apercevoir, on a une ligne de toit fuyante, donc on a presque une berline coupée sur l'arrière comme ça, et ce qui frappe tout de suite à l'arrière, c'est cette bande de phare translucide. Donc on dirait que c'est en noir et blanc, tout devient rouge et c'est plutôt joli, c'est assez imposant. C'est une berline tout de même assez statutaire, je trouve. Donc on retrouve les logos blancs sur le logo et sur les monogrammes du modèle. On a un léger, mais alors très léger ducktail, juste question de juste finir la ligne de caisse. Et sur la partie basse, on a toujours ces boucliers en noir laqué avec un grand catadioptre qui fait donc toute la largeur du véhicule. C'est franchement, je trouve, assez réussi. Ça se marie bien sur la gamme ID et on a pu apercevoir la version break. Elle était encore camouflée, je vous mets quelques petites images qui, je trouve, est peut-être un petit peu plus harmonieuse que cette version berline qui est déjà très réussie. Je vais à présent vous parler du coffre. On a un haillon électrique, donc on a vraiment tout l'haillon qui se lève et on a 532 litres, pas mal de place, de volume, de chargement. On a ici encore un sous-plancher dans lequel on peut ranger les câbles. On a quelques petits rangements latéraux, juste ici et là. On a une trappe à ski et les sièges sont rabattables en 40 par 60. Juste ici, à l'aide de ce bouton. Et ici, on a l'attache caravane. Je ne sais pas si j'arrive à la déployer. Et voilà, nickel, parfait. On va la remettre parce qu'on n'en a pas besoin. Je viens d'ouvrir le capot pour vous parler des spécifications techniques au niveau de la motorisation. Et je viens de voir qu'il n'y a pas de vérin. Je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, je vois qu'on a une barre anti-rapprochement, ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir par la suite qu'en termes de comportement, cette ID7, elle est assez saine et relativement dynamique, je vous en parle tout à l'heure. Au niveau du moteur, on a une toute nouvelle motorisation conçue par Volkswagen en collaboration avec Bosch. Donc on a un bloc moteur de 286 chevaux pour 545 Nm. Donc c'est relativement élevé tout de même, on n'a pas 500 chevaux, on n'a pas 400 chevaux, mais pour l'avoir conduit, honnêtement ça suffit largement au quotidien. On a quand même assez de relance, on a 3 modes de conduite, etc. En termes de batterie, c'est là, c'est assez important, on a deux types de batteries. On a la Pro et on a la Pro S. La Pro dispose d'une batterie donc de 82 kWh brut, soit 77 kW net, pour une autonomie annoncée de 620 km. Donc ça, c'est la batterie qu'on aura de base dans tous les cas, que ce soit sur donc la finition style ou la finition style exclusive. Ensuite, au second trimestre 2024, la batterie Pro S sera disponible uniquement sur la finition style exclusive et à ce moment-là, on aura donc 91 kWh
brut, soit 86 kWh net pour une autonomie annoncée de 700 km en cycle WLTP. Donc là, on commence à vraiment avoir de grosses autonomies. Au niveau de la recharge, la trappe se situe à l'arrière droite et s'ouvre d'une manière assez originale. Je n'avais pas encore vu ça. On a du type 2 et du CCS combo. Alors, en type 2, ça encaisse jusqu'à 11 kW et en charge rapide, ça encaisse 175 kW sur la batterie Pro et 200 kW sur la batterie Pro S, sachant qu'il y a un préconditionnement et il me semble que c'est une première chez Volkswagen, donc c'est assez sympathique. Parce que la recharge de 10 à 80% se fait en 25 minutes, ce qui est très correct. Je vais vous montrer l'intérieur, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aiderait grandement pour développer cette dernière, afin de vous présenter de plus en plus de véhicules. On a à l'intérieur, et dans cet habitacle, on note tout de suite une hausse de qualité dans les matériaux utilisés et dans l'assemblage. C'est beaucoup plus quali que sur les premières ID qui étaient un petit peu plastoc. Là, on a du plastique moussé. Je vais reculer le siège comme ça, on voit au maximum. Donc voilà l'habitacle. Comme je viens de vous dire, on a du plastique moussé sur le dessus. Au niveau des panneaux de porte aussi, on a une petite surpiqûre ici avec du bleu parce que ID électrique, etc. je pense. C'est plutôt sympa, ça longe toute la planche de bord qui est assez linéaire, qui est cassé donc par ce grand écran de 15 pouces. Et on a déjà cette petite poignée là qui est très sympathique, elle est très minimaliste je trouve. Ici on a un éclairage d'ambiance, je ne sais pas si on le voit un petit peu à la caméra, on peut sélectionner entre plusieurs couleurs, il y a encore un petit liseré juste en dessous, ça traverse un peu toute la planche de bord, voilà on l'a ici, on verra peut-être mieux effectivement vu qu'il fait un petit peu plus sombre. De l'Alcantara, enfin c'est pas exactement de l'Alcantara, on a uniquement des produits, donc pour tout ce qui est siège plastique, etc., c'est des produits recyclés ou durables, donc ça c'est vraiment bien, notamment sur un véhicule électrique. Donc, mais ça s'apparente vraiment à de l'Alcantara, c'est plutôt bien réalisé. Encore du simili-cuir ici. Ici, on a un tout petit écran qui suffit honnêtement, on a toutes les informations nécessaires puisque derrière, on a un énorme affichage tête haute à réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, on a les flèches qui s'affichent, etc. On a tout ce qui est aide à la conduite, etc. Donc, c'est plutôt bien fait. Et au fond, ici, on a donc tout au long, on a une petite barre de LED qui s'allume en fonction si maintenant il y a un danger, ça va s'allumer en rouge. Lorsque le véhicule est en charge, on a la progression. Voilà, c'est un petit peu détail, mais c'est vrai que c'est agréable. On a tout de suite l'avertisseur visuel et c'est assez pratique. Le volant par contre, je vais suivre pas la tendance parce qu'au final, tout le monde a raison. C'est la première fois que j'essaye ces boutons tactiles à retour haptique là. À l'utilisation, c'est pas du tout ergonomique. Vivement qui repasse effectivement sur du physique parce que c'est pas ergonomique du tout. Ici on a le sélecteur de vitesse, ici tout ce qui est essuie-glace comme d'habitude. Et par contre ce qui est ergonomique c'est ce grand écran donc avec le nouveau système d'infodivertissement. Donc ici on a plusieurs pages personnalisables je suppose si maintenant on reste appuyé. Voilà, effectivement, donc on peut configurer ça comme on le souhaite. On a le GPS, il est assez rapide hein, honnêtement. Voilà, vous pouvez voir que c'est relativement rapide, c'est assez fluide. Ici, des raccourcis personnalisables. Vous pouvez voir qu'ici, on a les modes de conduite, les assistances. Voilà, donc on peut régler toutes les assistances que l'on souhaite. Le parking avec la caméra 360 degrés. On a Spotify, même ça c'est assez sympa. Autrement, on a toutes les applications classiques. Et ici, on a donc un bandeau fixe avec la climatisation qui embarque une technologie. Donc il me semble qu'on avait vu ça sur la Taycan. Et on peut gérer vraiment le flux. Et vous pouvez voir juste ici le mécanisme. C'est assez bluffant et du coup on peut vraiment régler où on veut le flux d'air, les sièges chauffants, ventilés ainsi que massants sur la finition la plus haut de gamme. J'ai mis les sièges massants avant, c'est assez sympathique. Autrement on a encore ici donc la gestion en tactile. Alors là pour le coup ça marche plutôt bien donc j'ai pas grand chose à dire. Vous pouvez voir que voilà on peut augmenter le son etc. Sur la partie basse on a ici donc quelque chose qui se ferme comme ceci. Donc on peut le laisser fermer ou alors donc l'ouvrir, laisser apparaître deux porte-gobelets, de quoi ranger, le chargeur induction, deux prises USB type C. Et ici on a encore un vide-poche qui s'ouvre ici, aménageable. Donc on a un petit truc ici, un petit rangement. C'est sympathique, on peut l'aménager comme on veut. Et profond, hein, honnêtement, vous pouvez voir qu'on a quasiment tout l'avant-bras. À l'intérieur, ces sièges qui sont, je trouve, très très jolis, avec ce type d'Alcantara, un petit peu comme ça, perforé avec le logo ID. Et c'est sur piqûre bleue, je trouve le dessin assez joli, en plus d'être confortable. Et je vous en parlais tout à l'heure, on a ce toit donc électrochromatique, il me semble que ça s'appelle comme ça. En dessous de la console centrale, on a encore un petit rangement ici, dans lequel on peut ranger quelques petites affaires. Il y a un rebord assez profond, donc au final, ça risque pas de voler un petit peu partout. Et je vais vous montrer les places à l'arrière, parce que c'est tout bonnement bluffant. Alors c'est simple, dites-vous que là, le siège est reculé à fond pour me laisser sortir, pour faciliter l'accès. Et regardez la place que j'ai encore à l'arrière.
Je peux passer les pieds sous le siège. Et là, regardez la place que j'ai. Si maintenant je me mets là, donc le siège, je sais pas comment il est réglé, je pense qu'il est assez en avant quand même. Mais regardez-moi ça. On est quasiment dans une limousine là. J'exagère peut-être un peu, mais c'est juste ouf. Ici, on a donc les sièges chauffants. Je pense qu'on peut régler la climatisation lorsque c'est démarré. 2 prises USB type C et on a encore un accoudoir avec 2 portes gobelets. Et honnêtement, au vu de la place qu'on a, il manquerait juste les sièges maçons, etc. à l'arrière et puis on serait pas mal. Et j'ai oublié de vous le dire juste avant, mais on a aussi le système audio Harman Kardon à 16 haut-parleurs, qui est plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites pochettes ici pour ranger par exemple le téléphone, et ici on en a une plus grande pour ranger les bouquins ou autres. Et franchement, ça ferait presque un bon VTC, hein, cette petite i17. Et vous pouvez voir qu'on a quand même un toit assez fuyant, assez coupé, et je fais 1m84. Il y a encore de l'espace, je ne me sens pas confiné. On a des grandes ouvertures latérales. Franchement, on est vraiment bien installé, surtout avec ce toit panoramique en plus. On a des petits renforts sur le côté, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, même au niveau du dos. Et c'est assez confortable aussi, ça a l'air. Je me verrais bien voyager à l'arrière, là honnêtement, je vous le cache pas. Et en plus de ça, on a un tout petit tunnel de transmission, donc on a vraiment de l'espace au niveau des jambes, même pour la troisième personne, il y a mes cheveux qui frôlent un petit peu, mais on est quand même bien installé. C'est un poil dur, hein, on va pas se le cacher, c'est une troisième place. Elle est plus orientée pour être une 4 places, mais ça fait quand même l'affaire sur un petit trajet ou autre, ça va bien quoi. Donc globalement, cette i17, en fait, je pense que c'est l'ID la plus perfectionnée, la plus haut de gamme, la mieux finie. J'ai pas pu tester les autres, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu aussi, parce que j'ai pu en parler avec quelques confrères, effectivement, cette i17, elle est relativement bien finie, bien construite, et en termes de finition, etc., je trouve ça plutôt pas mal, honnêtement. Ça se veut quand même assez haut de gamme, donc moi je trouve que c'est assez réussi. Allez hop, fini de blablater, je vais prendre la route et je vais vous donner mes impressions au volant. Là actuellement, je suis en ville. Et en termes de confort, c'est vraiment impressionnant parce que ça absorbe vraiment la moindre bosse. C'est vraiment, mais alors très doux. Le châssis a vraiment été étudié pour avoir un maximum de confort, notamment au niveau des suspensions, etc. Et c'est vrai que là, en ville, sur des déformations, ça absorbe très bien. En fait, c'est très mou, très soft. Vous voyez, là, on se prend des petites bosses. Alors, sur autoroute, c'est encore mieux parce que la route est généralement forcément beaucoup plus lisse. Et sauf en Belgique, coucou nos amis belges, c'est vraiment une bonne berline routière. Je suis sorti de la ville, je suis sur des routes un petit peu plus sinueuses et je vais voir ce que ça donne en termes de comportement. Le châssis a été travaillé pour pas qu'il prenne beaucoup de roulis, le centre de gravité est assez bas, notamment dû à la grosse batterie. Et là, effectivement, en termes de roulis, on a un virage assez serré. Bon, déjà de la reprise, il y en a avec les 286 chevaux, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, ça prend pas de roulis, c'est assez stable, assez sain. Là, sur une grande courbe un peu plus serrée. Non, franchement, c'est plutôt propre. On a l'arrière qui enroule bien. Bon, la pédale de frein, par contre, elle est assez spongieuse. Mais vraiment, même dans la direction, là, je suis en mode sport, donc la direction est un peu plus ferme. Ah, là, il y a les collègues qui sont en train de shooter, prendre des photos, des vidéos, etc. C'est plutôt sain comme comportement. Elle a ses limites, bien sûr, mais elle est relativement dynamique. Très confortable, c'est une vraie routière honnêtement. Et on a un super paysage, je sais pas si vous le voyez vous, mais oh là là, j'ai essayé de vous faire quelques plans quand même. On a un très bon angle de braquage, comme vous pouvez voir, 10,9 m il me semble. Donc c'est plutôt propre. Et ouais, on a de la reprise, hein. Vraiment ça en termes de puissance, on est largement suffisant. Cette i17 m'impressionne sur ses capacités de routière. On a vraiment quand même du dynamisme, comme je viens de vous dire. Donc on peut s'amuser, c'est peut-être un grand mot, mais on peut prendre du plaisir en la roulant un petit peu plus dynamiquement, tout en gardant un excellent confort sur des trajets beaucoup plus longs, des trajets autoroutiers, etc. En ville, malgré son grand gabarit, son angle de braquage facilite la chose et nous permet quand même de nous faufiler à peu près partout. À voir sur un plus long essai routier, sur vraiment une longue distance, voir ce que ça donne. Mais là, comme ça, à première vue, honnêtement, c'est plutôt sympathique. On se retrouve le lendemain parce que j'ai eu le temps de la prendre un petit peu plus en main et j'ai découvert encore quelques petites choses. Surtout au niveau des aides à la conduite, je suis assez bluffé honnêtement par le système, par le Travel Assist. C'est la première fois que je l'essaye et ça fait plutôt bien le taf honnêtement. On a beau avoir des virages assez serrés, ça se gère plutôt bien, ça adapte la vitesse au virage. Si on arrive sur un rond-point,
il réduit la vitesse. Si maintenant il détecte un panneau, par exemple là on est à 110, si maintenant il détecte du 130, il va passer automatiquement à 130. Inversement aussi, si maintenant on est à 130, il détecte un panneau 110, il va tout de suite descendre à 110. Et automatiquement, ça c'est vraiment super pratique et ergonomique. Donc ouais, le maintien dans la voie est plutôt bon. Et on a une fonction que je découvre. En fait, on peut vraiment choisir où est-ce qu'on veut se situer sur la voie. En forçant un petit peu la direction, par exemple sur la gauche, on peut se caler sur la gauche et ça suit du coup la ligne du milieu. On nous vend le truc effectivement comme quoi c'est vraiment utile à Paris par exemple, dans les bouchons sur le périph', etc. Personnellement, je n'oserais pas l'utiliser de cette manière-là, dans le sens où voilà, ça peut être quand même dangereux avec les motos, etc. On a aussi le changement de voie automatique, c'est-à-dire que lorsqu'il est disponible, on met juste un petit coup de clignotant et le véhicule change de voie automatiquement. Donc ouais, il est quand même très très complet. Et super smooth en fait. On a beau avoir des virages relativement serrés, etc. C'est vraiment, ça suit la ligne sans trop d'à-coups, etc. C'est vraiment bien géré. Au niveau des suspensions, en option, on peut avoir des suspensions pilotées, réglables sur plusieurs niveaux. Et vu qu'on a 3 modes de conduite, on a le mode éco, le confort, le sport et l'individual, donc 4 modes de conduite dont un personnalisable. En mode sport, c'est un petit peu plus raide. Et en mode individual, on peut régler la suspension encore plus ferme qu'en mode sport. Et donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus ferme. Et pour une conduite dynamique, ça peut s'avérer plutôt pratique. J'ai pas filmé, mais je l'ai essayé sur des petites routes sinueuses. Et honnêtement, ouais, ça m'a assez impressionné quand même pour un gros gabarit comme ça. Ça fait plutôt l'affaire. Et on peut prendre un petit peu de plaisir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parlons à présent des tarifs. La finition d'entrée de gamme, donc la Style, débute à partir de 62 650 €. Celle qu'on a là, donc la Style exclusive, qui est la plus haut de gamme, débute à partir de 67 900 € avec la batterie Pro. La Pro S, on n'a pas encore les tarifs. Il devra arriver d'ici début d'année prochaine, je pense, au lancement de cette dernière. Écoutez, j'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aiderait grandement pour développer la chaîne et vous présenter de plus en plus de véhicules. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour voir les backstage en story et toutes les photos, tout le contenu que je réalise en termes de photographie sur tous les essais, etc. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!